longtemps, les big tech, donc Google ou Amazon, enfin surtout Google, ont déclaré « je ne comprends pas pourquoi on me parle de position dominante. Moi, mon service, il est gratuit. Et donc, c'est un avantage. Je crée de l'usage et je donne un service. » Et les consommateurs sont contents. Et les consommateurs sont contents. Donc, est-ce que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent dans le monde numérique que dans le monde physique ? Bienvenue sur le podcast du cabinet As Avocat. Aujourd'hui, je suis avec Ève Renaud-Chouraki. Bonjour Ève. Bonjour Gérard. Vous êtes la directrice du département droit de la concurrence et des plateformes au sein de As Avocat. Et la question quand même qui est intéressante, c'est est-ce qu'il y a un droit de la concurrence numérique et s'il existe, quelle est la différence qu'il y a entre le droit de la concurrence numérique et le droit de la concurrence dans le monde physique ? Oui, alors c'est une très bonne question. Le droit de la concurrence, de manière générale, il s'applique à la notion d'entreprise. Il prend corps sur la notion d'entreprise qui est définie beaucoup plus largement qu'en droit des sociétés, puisque c'est indépendamment en fait de son statut ou de sa forme juridique. Et c'est en lien en fait avec un critère de l'exercice d'une activité économique. En d'autres termes, toute entreprise, toute structure au sens très large qui propose une activité économique va être soumise aux règles du droit de la concurrence. Oui, mais alors qu'est-ce qui différencie, si vous voulez, le droit de la concurrence dans le monde numérique de celui qui est dans le monde physique finalement Chacun des acteurs, monde physique, monde numérique, sera soumis au droit de la concurrence. Néanmoins, la grille d'analyse n'est pas forcément la même, effectivement, au regard du numérique, même si les règles seront applicables de la même façon. D'accord. Le droit de la concurrence, c'est un droit économique qui est un droit qui s'adapte et qui est écrit de manière suffisamment large pour s'adapter. Néanmoins, le digital, c'est le lieu d'exercice d'une activité économique, donc il y a une application. Ce qui le différencie réellement du monde physique, c'est déjà le périmètre de la proposition de l'offre. Vous avez dans le monde physique, normalement, un périmètre de proposition d'une offre de service qui peut être cantonné à un magasin ou à une zone de chalandise, c'est-à-dire le temps de déplacement moyen qu'on considère un rayonnement pour aller dans un magasin. Là, avec le numérique, vous êtes à un niveau à minima national, voire européen. Oui, parce qu'il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de frontière sur le numérique. Après, la deuxième différence, c'est le lieu sur lequel va se cristalliser la proposition de l'offre, de biens ou de services. Là, ça va être généralement au travers de plateformes, donc d'un service d'intermédiation, où on vient mettre en relation par un acteur, une offre et une demande. Alors, donc ça, c'est une spécificité, cette notion d'intermédiation. Justement, il y a une troisième question qui est derrière ça, c'est que, en fait, le monde numérique offre la possibilité de créer de nouveaux modèles économiques. Et dans cette création de nouveaux modèles économiques, est-ce que, finalement, ça peut être appréhendé par le droit de la concurrence ? Oui, ça sera appréhendé par le droit de la concurrence, de la même façon que dans le monde physique, mais avec une lecture sur le modèle économique spécifique du numérique. Et dans cette logique d'intermédiation, le modèle économique, c'est un modèle qui est essentiellement basé sur la collecte de données. Parce que dans le service d'intermédiation, pour beaucoup, on a une fourniture de services aux consommateurs qui va être gratuite, en contrepartie d'une collecte de données qui est le prix caché, et qui, sur le versant un petit peu caché, va être payante pour les entreprises utilisatrices. Et c'est le principal mode de rémunération de ces plateformes, et notamment des géants du numérique. Une commission sur une vente de produits et services, un abonnement, des services additionnels, du logistique, de la mise en avant de produits et essentiellement de la publicité. Et dans en fait, ce phénomène de plateformisation des relations, finalement offre, demande, clients et entreprises qui proposent l'offre, il y a une captation de valeur qui, à date, est essentiellement gérée et contrôlée par les géants du numérique. Donc en fait, il y a quand même une question qu'on vient de se poser, c'est qu'en matière de droit de la concurrence, on a des règles qui s'appliquaient au monde physique, mais est-ce qu'elles vont s'appliquer au monde numérique ? Je prends l'exemple suivant, c'est que l'abus de position dominante, par exemple. Longtemps, les big tech, donc Google ou Amazon, enfin surtout Google, ont déclaré « je ne comprends pas pourquoi on me parle de position dominante. Moi, mon service, il est gratuit. Et donc, c'est un avantage. Je crée de l'usage et je donne un service. » Et les consommateurs sont contents. Et les consommateurs sont contents. Donc, est-ce que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent dans le monde numérique que dans le monde physique ? Alors oui et non.
Oui, dans la mesure où les règles classiques du droit de la concurrence vont continuer à s'appliquer. Comme je le disais, c'est un droit quand même qui s'articule et qui est assez agile parce que c'est un droit économique. On va avoir traditionnellement les pratiques anticoncurrentielles. Donc là, on vient analyser une pratique et ses effets sur un marché, entendre ces fameuses pratiques concertées ou abus de position dominante. Et le bloc qui est la spécificité française, qui sont les pratiques restrictives de concurrence, où là, on vient analyser en fait un effet anticoncurrentiel non sur un marché, mais dans une économie d'un contrat. On vient faire une sorte d'équité du contrat, protection de la partie faible, donc c'est tout ce qui est déséquilibre significatif, avantages disproportionnés. Est-ce que vous pensez que les demandes de démantèlement ont une chance de prospérer? Je pense qu'en tout cas, en Europe, on l'a envisagé et qu'on n'est pas allé sur le démantèlement. Effectivement, on n'a pas là, les derniers règlements européens ne sont pas allés jusque-là. Aux États-Unis, je crois que le débat n'est pas complètement clos encore, donc c'est à vérifier. Alors, ok, moi je veux bien, je vous suis, mais alors expliquez-moi pourquoi, au niveau européen, on s'est rendu compte que au-delà de l'innovation, il fallait quand même se protéger, qu'on ne pouvait pas faire confiance aux big tech, et puis on a vu quand même arriver toute une série de règlements qui font une démarche de contrôle a posteriori, tels que le DSA, le DMA, le Digital Act. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, vous dites, on a des règles, mais en fait, on se rend compte qu'elles ne sont pas suffisantes. Oui, parce que ces règles classiques, le problème, c'est que dans le monde du numérique, il y a une très grosse évolutivité de la technologie, et le temps de la technologie n'est pas le temps d'instruction, en fait, d'une affaire. Donc, même si toutes les autorités de concurrence au niveau français, au niveau européen, ont renforcé leurs équipes avec des data scientists, avec des services spécifiques, le temps de la compréhension de la technologie, puisque le droit de la concurrence s'apprécie in concreto sur une situation, est trop long. Et finalement, le temps de la sanction est décorrélé en fait du temps de la mise en œuvre réelle de la technologie. Pour cette raison, on a abordé justement ce deuxième bloc, en plus des règles classiques, qui est en fait porté par l'ensemble de ces réglementations européennes, qui viennent mettre en place, d'une part, une régulation en amont, c'est-à-dire que le temps de la sanction, c'est une fois que le dommage à l'économie a été réalisé. Là, on se dit, on sait que dans le domaine du numérique, quand c'est mis en œuvre par les géants du numérique qui contrôlent des accès, qui sont des points d'entrée obligatoires pour des entreprises utilisatrices, on sait que quand ils mettent en œuvre ces pratiques, il y a nécessairement des effets anticoncurrentiels. Donc, on a créé un bloc d'obligations, une présomption, en réalité, d'atteinte à la concurrence si ces obligations sont mises en œuvre. Et ça, c'est le DMA. Et vous pensez que ces sanctions sont dissuasives? Alors, c'est toute la question parce qu'on est sur des montants qui sont quand même alignés avec les pratiques anticoncurrentielles, 10% du chiffre d'affaires. Quand on regarde les précédentes sanctions qui ont été données par les autorités de concurrence françaises ou européennes, on les voit en millions d'euros, on se dit, effectivement, c'est quand même pas mal. Mais en réalité, le chiffre d'affaires de ces big tech, il est en milliards d'euros. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau par rapport, en fait, à la volumétrie de leur chiffre d'affaires. Ça fait quand même, c'est un peu dissuasif. Mais c'est quand même un effet dissuasif. Et après, en plus de cette régulation en amont, ce qui est important de comprendre sur la régulation européenne, c'est qu'on a aussi une logique avec un principe de transparence. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement, les big tech étaient dans une opacité sur le fonctionnement de la technologie, sur les conditions d'accès à leur plateforme, sur les conditions de référencement, sur les critères de classement. Et donc, progressivement, par le règlement P2B, par le DMA, donc la loi sur les marchés numériques, le DSA, la loi sur les services numériques, on vient intégrer des logiques de transparence dans la logique, en fait, d'ouvrir un écosystème et de permettre une concurrence, ou en tout cas l'éclosion d'une concurrence réelle. Alors, il n'y a pas que les big tech et toutes les entreprises sont concernées a priori. Toutes les entreprises, à part pour le DMA, effectivement, voilà. Mais toutes les entreprises. Toutes les entreprises sont concernées. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui a une activité sur le web, d'une manière générale, ou qui fait du commerce électronique, va être concernée par, en fait, le droit de la concurrence relatif aux services numériques. Alors, quels sont les points de vigilance? Et ce sera ma troisième question qu'il faut avoir par rapport à l'impact sur les services numériques du droit de la concurrence. Quels sont les points de vigilance dans votre spectre et quand vous pointez un petit peu sous cet angle-là la problématique qui est posée à votre département au sein du cabinet Assavocat? On voit toujours les mêmes choses qui reviennent dans les clients qu'on accompagne. Alors il faut, je pense, pour des fins de clarté, différencier finalement des acteurs qui étaient présents dans le domaine physique et qui, par l'évolution normale en fait de la demande et des besoins, se sont ouverts au numérique.
Et donc, une entreprise qui est présente à la fois dans le monde physique et dans le monde numérique, elle va avoir un équilibre délicat à trouver sur l'expérience client entre ces deux mondes. Ce qu'on appelle le fameux phygital, qui est un mot qui n'est pas très joli, mais pour montrer le croisement des expériences clients physiques et digitales. Et donc, c'est des choses qu'on connaît. C'est le click and collect, la capacité de se faire rembourser en magasin des achats en ligne, la capacité de commander en ligne, en magasin, des produits qui ne seraient pas disponibles en magasin et plein d'autres choses. Et en fait, ça vient influencer l'appréciation de la position de l'entreprise sur le marché de services considéré. Traditionnellement, on disait le monde physique, le monde numérique, c'est deux marchés qui sont séparés parce que les consommateurs ne vont pas de l'un vers l'autre et ne considèrent pas qu'ils sont substituables. Par ce phénomène d'expérience digitale, finalement, on a créé cette substituabilité et cette cross-canalité en fait, entre ces deux canaux de distribution qui fait qu'on vient agglomérer quelque part les parts de marché à la fois dans le physique et dans le digital et que ça vient faire une appréciation d'une part de marché qui peut placer l'entreprise en position de situation dominante, ce qui en soi n'est pas interdit, mais qui va générer pour elle des zones de vigilance et partant une gestion de risque par rapport aux pratiques qu'elle va mettre en œuvre. Quand vous avez une position à hauteur de 40% ou de 52% ou de 60% sur un marché, considérez, forcément vos faits et gestes vont avoir un effet plus brutal sur la concurrence que si vous êtes à 10%. Mais sur le marché numérique, l'intérêt, c'est le premier qui rafle toute la mise, quel que soit le secteur d'activité? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut rafler toute la mise, c'est vrai, mais le droit de la concurrence ne vient pas sanctionner la concurrence par les mérites. D'accord. Alors, j'ai une question parce qu'on voit émerger aujourd'hui des contentieux particuliers en matière de droit de la concurrence. Et donc, ça aussi, vous couvrez en fait ce mois. Et donc, ces deux domaines qui sont particuliers, c'est l'autopréférence et puis vous avez aussi la concurrence par imitation. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots autour de ça et nous montrer en quoi votre expertise est remarquable dans la matière et que tous ceux qui nous entendent et qui auraient des problèmes de ce type, ils pourraient vous consulter. Alors, autopréférence et concurrence par imitation. Alors, autopréférence, c'est un phénomène qu'on constate quand même très régulièrement. Alors, c'est un phénomène qui a été mis en lumière par les big tech, mais parce que les big tech sont quand même aussi un modèle de réussite pour beaucoup d'entreprises qui se divertissent, enfin qui décident de diversifier leurs activités au niveau du numérique. Et il y a une vraie problématique pour toutes les entreprises qui classiquement en fait étaient sous un site e-commerce classique et qui ont décidé d'ouvrir leur site à des vendeurs tiers. Ce qui fait qu'en réalité, ils ont la casquette d'opérer une plateforme, la marketplace. Ils ont une casquette de proposer leurs produits et services sur cette plateforme, comme ils le faisaient sur leur site e-commerce, produits et services qui vont rentrer en concurrence avec ceux des vendeurs tiers. D'accord. Et la tendance est de se dire, c'est notre site e-commerce, notre ancien site e-commerce. La marketplace est proposée sous un nom de domaine qui intègre notre nom de marque. Et donc, on a un peu tous les droits là-dedans. Non, on n'a pas le droit, parce que historiquement, c'était notre site e-commerce, de dire « je veux mettre en avant mes produits », ou en tout cas, à certaines conditions, on peut le faire, des conditions de transparence dans les conditions générales de service. Et peut-être un problème de proportionnalité aussi. Et des conditions de proportionnalité. Et alors, la question, je comprends bien ce phénomène. Alors, la concurrence par imitation, qui consiste à ce que vous avez vu qu'un de vos marchands vend énormément un produit, que par exemple, on va prendre des chaussures, la taille 42, homme, couleur rouge, et en fait, on va produire simplement une taille 42, homme, rouge, et on n'a pas besoin de faire d'études de marché et de proposer de nouveaux produits. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en lumière par Amazon, qui d'ailleurs a pris des engagements auprès de la Commission européenne quand elle a instruit et diligenté une enquête sur ce point-là. C'est la question de l'utilisation des données non publiques des vendeurs tiers. Et elle est particulièrement intéressante justement dans le cadre des opérateurs qui ont une double casquette. J'opère une place de marché et en même temps, je suis vendeur moi-même sur cette place de marché. Ce qui est intéressant, c'est que nous, traditionnellement, on voit des acteurs qui évoluent d'un site e-commerce vers une marketplace. Amazon, il a fait le chemin inverse. Il était opérateur d'une marketplace. Il ne vendait pas ses produits sous sa marque. Et à un moment, il s'est dit, comme je suis au croisement de données, je me rends compte qu'en fait, il peut y avoir quelque chose de pertinent, comme vous le disiez, par rapport à une analyse de marché. Les gens cherchent des piles. Quel est le modèle de pile qu'ils cherchent le plus? Et quel est finalement leur
leur prix maximum, c'est-à-dire la chose, le prix maximum qu'ils veulent bien mettre pour une pile de qualité. Et ça leur permet, par l'analyse de ces données, qui sont collectées dans le cadre de leur service d'opérateur de plateforme, mais qui sont mis au service des équipes retail. Oui. Et ça, normalement, quand vous êtes dans un grand magasin ou dans un magasin, vous avez le droit et public le modèle de chaussure qui est commercialisé, le prix de la chaussure, mais vous n'allez pas voir à l'arrière du magasin si la chaussure a cassé pour quelle raison et quel est le nombre de tailles, la pointure qui est la plus vendue. Ça, c'est des choses qui sont dans le public, qui relèvent d'une stratégie, d'une analyse de marché et donc d'une prise de risque. Donc, en utilisant ces données, finalement, en faisant cette concurrence par imitation, il limite le risque qui est inhérent au lancement d'un produit. Et ça, c'est anticoncurrentiel. Alors, juste dernière question, mais on a parlé des services numériques. À l'intérieur des services numériques, le droit de la concurrence pour l'e-commerce, c'est la même chose que pour les marketplaces, où il y a des différences? C'est les mêmes règles qui vont s'appliquer. La seule différence, il est vrai, c'est que l'appréciation, et en tout cas les pratiques anticoncurrentielles, se matérialiseront différemment sur un site e-commerce que sur une marketplace. La marketplace, c'est quelque chose finalement où on a une concurrence qui est organisée. Le site e-commerce, vous êtes chez vous, sous votre marque, et vous gérez comme votre boutique physique. Alors, je résume. Le droit de la concurrence s'applique aussi bien dans le monde physique que dans le monde numérique. Il y a des spécificités et des particularités. Il y a, aux règles traditionnelles, de nouvelles règles. Il faut apporter une attention particulière, mettre en place en fait une cartographie des risques. Et ça, c'est ce que vous faites au sein du pôle concurrence et plateforme du cabinet As Avocat. Ève Renaud-Chouraqui, merci beaucoup. À tous, je vous donne rendez-vous à notre prochain podcast. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.